Bonjour tout le monde. Ah bah, Merci de nous rejoindre, notre rendez-vous hebdomadaire. Merci à Olivier Raché d'avoir accepté notre invitation pour modérer cette discussion. Merci à Marianne Yancy, merci à Gaël Chouane et Daniel Otero. Je, je suis juste là pour introduire le MACAL et c'est Sol qui arrive vraiment pour pouvoir nous permettre vraiment de mieux comprendre cette exposition et de continuer à la faire vivre alors que malheureusement on a fermé nos portes, on a dû fermer nos portes. Donc bienvenue à tous et et aussi dans à une tout à l'heure. volonté d'être plus inclusif, parce que face à la déferlante, bienvenue, hein, de programmes online, ils sont la plupart du temps en anglais, l'exposition étant sur un territoire qui utilise la langue française aussi, en plus de l'arabe, et le musée étant à vocation panafricaine et donc couvre une partie francophone, ça nous semblait particulièrement important d'avoir cette conversation plus inclusive à travers la langue française. Très bien. Olivier, J'enchaîne donc. Merci à tous. Alors, quelques mots peut-être très rapidement de l'exposition dont le titre Have You Seen Horizon Lately est plus que prémonitoire. Alors, c'est une exposition dont je dirais qu'elle est très resserrée puisqu'elle présente 12 artistes seulement. Dans la plupart, ont produit leur œuvre in situ. Une exposition resserrée, mais paradoxalement une exposition aussi ouverte sur le monde, puisque les artistes proviennent de pratiquement tous les continents. Et cette ouverture, on la retrouve, alors malheureusement ceux qui n'ont pas vu l'exposition s'en rendront compte, je l'espère, en la visitant, on retrouve cette ouverture dans je dirais, la proposition scénographique de l'exposition, qui est celle de Marianne Yancy, accompagnée en l'occurrence pour la scénographie de Franck Oudegla, puisque le parti pris a été choisi de ne pas proposer au spectateur un parcours fléché, mais au contraire de le laisser déambuler à travers les œuvres. Et c'est ce que nous proposons peut-être de faire aujourd'hui avec les deux artistes qui nous accompagnent, Gaël Chouane d'un côté et Daniel Otero Torres, qui vont nous présenter leur travail respectif, qui vont nous présenter leur parcours créatif. Et je pense qu'il serait peut-être aussi intéressant, puisqu'il s'agissait, je pense, euh, du point de départ de l'exposition, de les faire dialoguer ensemble, de voir en quoi leurs œuvres, en quoi leur travail dialogue, quelles sont les correspondances que l'on peut établir entre chacune de leurs œuvres. Alors peut-être avant de leur donner la parole et de leur demander de nous présenter leur travail, je sais qu'ils ont des visuels, des vidéos à nous montrer. Je voudrais peut-être très rapidement revenir avec Marianne Yamsi sur non pas le titre de l'exposition qui a déjà été commenté lors d'un précédent talk, Have You Seen a Horizon Lately, mais peut-être sur cette question de l'horizon ou des horizons des possibles que les artistes pourraient nous offrir. Dans le texte introductif du catalogue, vous citez une formule du philosophe Jacques Rancière qui évoque ces nouvelles configurations du visible que les et ce artistes nous permettraient de percevoir. Quels seraient justement ces horizons auxquels vous pensiez à l'origine avant de donner la parole aux artistes? Alors moi, je voudrais quand même revenir très rapidement sur le titre, parce qu'il dit beaucoup de choses. Dans ma façon de travailler en tant que commissaire, je travaille très souvent en m'inspirant de la littérature, de la musique. Enfin, les mots sont importants et tout ce qui peut être à l'intersection, justement, croiser les champs. Et Have You Seen a Horizon Lately? Et le titre est aussi le début de très belles paroles. Et Il y a une coupure. On peut poursuivre, c'est les paroles d'une chanson de Yoko Ono, en attendant que la connexion se rétablisse. Bon, je crois qu'il y a Bon, un problème. petit problème, ouais.
Alors, on va peut-être, en attendant que la connexion se rétablisse avec Marianne Yemsi, demander à Gaël Schwann peut-être de nous présenter son travail. Alors, le titre de l'œuvre que vous présentez est difficilement prononçable. Je veux bien m'y risquer, mais je vous laisse le faire. Nevaklana, Nevaklana. Voilà, d'accord. Il Ce s'agit sont les initiales voilà, une phrase d'une phrase. Nous étions les victimes alors que nous avions été les auteurs. C'est finalement un titre que j'ai trouvé par hasard, parce que je ne savais pas finalement quel titre donner à cette installation, et je venais de lire ce livre de Lévi-Strauss, Triste Tropique, et en fait j'ai ouvert le livre et j'ai fermé les yeux, et finalement je suis tombée sur cette phrase que je pense être très juste par rapport aux intentions directes ou indirectes de l'installation. Il s'agit donc d'une installation hybride qui pourrait suggérer autant la sculpture que voilà, la sculpture, mais aussi parle d'architecture d'une certaine manière. C'est ce que je dirais en fait en quelque sorte un système, enfin qui parle en tout cas du système d'un système, voilà, que je mettrai en place. Donc ces différents panneaux que je crée sur place, in situ, qui sont réalisés en plâtre et qui incluent des matériaux locaux et qui sont reliés entre eux par des chaînes, de minuscules chaînes. Je crois qu'il y a un problème sur les images, Louise, mais... Non, on les voit. Enfin... Non, on les voit. Oui, mais il en manque, j'ai l'impression. Des chaînes qui relient, des chaînes qui sont des chaînes de bijoutiers qui relient chaque panneau. Donc finalement, c'est une sorte de parallèle direct avec la question du système capitaliste. Les images, c'est pas les bonnes, mais bon, c'est pas... donc finalement que l'homme a mis en place et devient directement victime, en tout cas une partie de la population devient victime de ce système qu'il a lui-même construit et ne peut pas en sortir. Donc c'est un petit peu l'idée, une sorte de question anthropologique que je mets à l'échelle de l'humanité, que je pose au travers de cette installation, qui reste aussi quand même très mystérieuse, qui fonctionne de manière assez étrange, parce que j'ai présenté une fois l'œuvre à Paris, et c'est la deuxième fois qu'elle existe à Marrakech. Mais si vous voulez, ces modules existent en fonction sont presque à l'image du capitalisme, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent à l'espace, au temps et à l'argent. C'est-à-dire que ça pourrait être bien un panneau, deux panneaux si l'espace était minuscule, ou finalement deviendrait une sorte d'immense installation si le temps, l'espace le permettait. Donc finalement, il y a cette question assez forte du local, de la localisation, finalement d'un ancrage quelque part culturel, parce que du coup, j'ai passé 2 semaines en résidence, une semaine, presque 2 semaines, à travailler sur place, à visiter des lieux, visiter des marchés, pour essayer de trouver des matériaux qui viendraient finalement inscrire l'œuvre dans un contexte géolocalisé, en fait, d'une certaine manière. Donc, finalement, il y a une image au fond qui est une image qui est imprimée sur une bâche en plastique, qui est en fait une rhipsalis. C'est une plante succulente qui finalement m'intéressait parce que c'est une des rares plantes qui n'a pas d'explication, en tout cas de trajet et de manipulation liés à des voyages humains, de son existence et de sa présence sur les plusieurs continents du monde.
J'aimais beaucoup cette idée finalement, cette image d'une sorte de plante libre. Donc c'est pour ça que je l'ai représentée et qu'elle est un petit peu l'origine finalement de l'origine d'une page que j'ai imprimée au Mexique et dont la photographie est d'origine de ma ville natale à Cherbourg dans une serre. Donc finalement il y a aussi tout ce trajet, mon trajet, donc il y a presque une sorte de, et c'est très souvent le cas dans mon travail, une sorte de lien autobiographique, en tout cas. Voilà, et du coup, j'essaie d'essayer de réfléchir sur voilà, ce geste qui est complexe, contradictoire, en même temps, mais il y a toujours cette notion dans mon travail, il n'y a pas du tout un manichéen, on est toujours dans des contradictions qui finalement se valent ou qui se répondent, dialoguent, et c'est aussi créer des sortes de résistances. Quand je dis que j'évoque l'architecture dans mon travail et notamment dans cette installation, c'est qu'elle est liée à… c'est un jeu d'équilibre finalement. Ces panneaux tiennent dans un équilibre incertain de ces chaînes et finalement dans un geste très minimal qui est de poser de créer des angles finalement. Mais on se rend compte qu'évidemment avec 4 angles on a un espace, donc c'est un peu la définition minimale de l'architecture et de la sculpture d'une certaine manière. C'est aussi ce qui m'intéressait. Mais il y a, je pense, une critique assez forte. En fait, il y a différents gestes. Le geste de l'échantillonnage, de l'extraction, finalement du prélèvement, puisque c'est un prélèvement que je fais dans une échelle locale, dans un in situ. Et finalement, c'est un geste qui vient en parallèle ou en critique à un geste colonial très scientifique du prélèvement, mais finalement sans retour ou en même temps suggérant cette violence finalement. Il y a aussi la présence de tatouages qui sont présents, qui sont posés sur certains panneaux comme des surfaces, comme un corps qui finalement est, une architecture qui devient corps et qui est corps. Donc, ce sont pour moi des indices, ce sont des traces, des indices qui sont toujours présents dans mon travail et dans le détail finalement. Et ces détails sont aussi importants que les indices photographiques. Il y a aussi ces traces de silicone, par exemple, ou ces tout petits gestes qui sont additionnés à cela. Il y a très souvent du silicone et des sortes de fleurs séchées qui viennent s'accumuler sur les parois de ce verre qui est sur toute l'histoire du capitalisme et de l'architecture. Les premières vitrines haussmanniennes en sont, en tout cas à Paris, le reflet et le signe. Il y a cette confinement a été brutalisme, mais j'étais très contente de lire ce chapitre sur la sexualité où il évoque justement ce liquide séminal comme une pulsion d'éjaculation violente liée aux sociétés patriarcales. Donc voilà, il y a en fait une accumulation de petits gestes. Je pourrais continuer l'histoire des heures et des heures, mais hélas, nous n'avons pas le temps. Cependant, vous pouvez regarder quelques secondes du film qui accompagne aussi l'installation, ce qui est très courant. Elle est très rapide et elle mélange, elle est aussi hybride puisqu'elle mélange des archives, des documents, des photographies, des vidéos que j'ai faites moi-même, et elle questionne
en fait en soi le genre documentaire, qui est un genre colonial par excellence. Et au travers aussi d'extraits que j'ai, et surtout rythmés par des extraits du film de Jean Rouch, Jaguar, et spécialement la scène de la manipulation de l'or et de la fabrication de l'or dans le sous-sol, dans le souterrain. Donc, j'aime bien ce mot souterrain. Je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à cette idée d'une sorte de dispositif souterrain qui fait que nous sommes des victimes. Et de parler en effet de Jean Rouch, c'est peut-être comment chez vous deux, les sciences humaines, notamment l'anthropologie, l'ethnologie, viennent accompagner votre démarche. Et je pense qu'on retrouve cette dimension dans le travail de Daniel Otero Torres, à qui on peut donner la parole pour qu'il nous présente à son tour son travail, son processus. Tout d'abord, je voulais juste expliquer. Cette pièce qui s'appelle Lluvia, c'est le résultat d'un projet de recherche que j'ai réalisé en 2017 en Colombie, dans différents endroits. J'ai eu une bourse de l'Institut français, hors le mur. Donc, mon souhait, ça a été d'aller là-bas et c'était réaliser une recherche autour de l'architecture vernaculaire. Comme Gaël l'a dit, il y a une chose importante vis-à-vis de ces constructions, et c'est la façon dont elles peuvent créer des sortes de résistance. Et en fait, c'est ça qui m'a amené, c'était un des points de départ, en dehors du fait que quand on parle de l'architecture vernaculaire, c'est des architectures, il n'y a pas de planification, il n'y a pas d'architecte, c'est une chose ça se fait par les savoir-faire. Que je présentais, je vais juste partager ici. Il y aura quelques images qui vont s'affiler comme ça. Donc, El Choco, c'est un des départements avec le niveau. Ça, c'est toutes les images de recherche que j'ai pu mener lors de ces travaux. Donc, on peut le trouver surtout comme ça dans les bières. Ensuite, on va voir une autre, comment les gens ils commencent à les habiter. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse par la pièce qui s'appelle Lluvia. Donc, Lluvia, comme on disait, il y a une chose dont on a parlé vis-à-vis du titre d'Horizon et comment on traverse et les liens qui se sont tissés et en dehors du en place. Et donc, une chose assez importante dans le travail, et vis-à-vis, comme j'étais en train de dire au titre de l'expo, c'est que celle-ci, l'idée, c'est que l'on puisse se projeter face à la pièce et qu'on puisse imaginer, selon les subjectivités de chacun, qu'on puisse se projeter quelque part. Pour moi, c'est pas important qu'on sache exactement où l'on est. Cette pièce, elle parle aussi bien d'une réalité de la colonie en Afrique. Donc, c'est là où les liens. Et l'idée de cette pièce aussi, il y a une chose, c'est sa qualité contemplative. Par cette idée qui m'est venue, et c'était toute l'idée de comment on pouvait faire pour collecter l'eau de la pluie. Et ça crée un système, ça crée en soi la pièce, il crée un écosystème où l'eau elle est en constant mouvement en fait. Et c'est cette inertie de l'eau qui va lui donner un sens et qui va faire d'elle une fontaine. Après, il y a donc oui, je pense que je peux m'arrêter ou je peux continuer. Il y a une chose qu'on peut parler bien vis-à-vis de l'emplacement de la vidéo, sachant les artistes qu'on avait à côté. Et de la façon dont je suis en train de parler du tissage et des liens qui pouvaient se créer entre eux. Par exemple, quand on voyait les pièces qu'on peut voir là à gauche de Maxwell, sachant l'origine ou les lieux d'où on vient, mais en dehors de ça, la couleur, il y a plein de choses qui ont créé un jeu. De la même façon dont Gaël elle est en train de parler tout à l'heure des plantes, c'est une chose assez importante. Disons, si on laisse dans les temps, là, il y a une petite chose
Et après, j'aurais pu savoir ce que ça aurait donné à la fin du confinement, si elle aurait pris un peu le relais. Et oui, c'est tout. Alors, avant de redonner peut-être la parole à Marianne, je voudrais peut-être vous interroger tous les deux, Gaël et Daniel, justement sur l'importance de ces territoires pour vous, et puis le fait que chacune, est-ce que une même œuvre est transposable dans un autre territoire? Parce que bon, la question des matériaux dont Gaël parlait tout à l'heure est aussi importante. Qu'est-ce que le fait de réitérer en fait un processus de création qui a été entamé ailleurs qu'à Marrakech? Et c'est une chose assez importante de cette pièce, c'est qu'elle est en effet réactivable. Et l'idée à chaque fois, c'est qu'elle soit réalisée avec des matériaux de récupération, ce qu'on a fait à Marrakech. Je l'avais réalisé une première fois à la Tollerie à Clermont-Ferrand, où ça a été les mêmes idées. En fait, c'est une pièce qui s'adapte et qu'on peut adapter selon l'endroit. Il y a une chose aussi assez importante par laquelle j'étais fasciné quand j'ai réalisé ce boulot et de toutes ces constructions qu'elles se font par l'ensemble. C'est un boulot assez communautaire. Et ce qui a été le cas dans les deux occasions où j'ai pu monter cette pièce, j'ai eu la chance d'avoir des équipes magnifiques avec qui on a pu bosser. Et forcément, je n'aurais pas pu le faire sans eux et sans l'appui du Macal. Et je pense qu'on avait 2-3 images où on pouvait les voir. On était constamment 6 personnes sur les structures en train de travailler. Et donc, c'est une chose, c'est une pièce réactivable, en fait, selon l'endroit où l'on puisse être. Et tant mieux si on peut utiliser les matériaux du lieu in situ. Même question peut-être à Gaël concernant la possibilité de réactiver une œuvre. Jusqu'à Oui, quel eh point? bien, en fait, c'est intéressant ce que dit Daniel et je me retrouve beaucoup dans son travail parce que, effectivement, ma semaine de résidence aussi à Marrakech, Macal, en fait, on a fouiné aussi dans les réserves, enfin dans les matériaux recyclés, des autres expos, l'installation pour une nouvelle installation et la réadapter, c'est des choses que je fais régulièrement et c'est en cela que pour moi, le travail peut voyager et voyage toujours. Et donc, il est en contact avec toujours de nouveaux regards, de nouvelles perspectives, d'une certaine manière, en fait. Donc, il y a vraiment cette idée forte. Alors ces questions, cette navigation, j'ai envie de dire, entre le local et le global, est peut-être, me semble-t-il, l'un des enjeux de l'exposition. Et là, je redonne peut-être la parole à Marianne Iemsi. Vous m'aviez dit dans un entretien accordé pour Diptyque Magazine que ce que vous aimiez chez les artistes, qui redeviennent d'actualité en cette période de crise et de confinement, entre ce qui relève du local et ce qui relève du global, on voit que les deux sont chevillés au corps d'une certaine façon. Est-ce que c'était l'un des enjeux de cette exposition? Oui, certainement, mais c'était aussi une démarche et les deux artistes qui viennent de s'exprimer, donc de création et de production. Donc, ce projet, en fait, était une manière, avec l'institution et avec dans la volonté aussi de l'institution, de l'équipe du Macal, de son dirigeant, Othman Lazrak, de Meriem, de toute l'équipe, d'à chaque fois penser quelles pourraient être d'autres façons de montrer de l'art. Et là, en fait, c'était aussi un art. Je pense aussi à Raïma Gambo, qui d'ailleurs prendra le takeover, enfin animera le site du Macal, Instagram du Macal ce week-end. Elle a aussi, elle, utilisé ce qu'elle trouvait, ce qu'elle glanait dans ses déambulations, cette appropriation du territoire. Il y a quelque chose qui est en jeu aussi dans leur présence,
non pas qu'on va comprendre un contexte en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais on va s'en approcher et on va au vernissage et repartir. Et en fait, je pense qu'à peu près tous les artistes engagés dans ce projet, resserrés, comme vous l'avez dit, et c'était une volonté, ont eu à cœur dans leur démarche, de toute façon intrinsèquement, de s'engager aussi dans une réalisation qui est aussi une forme collective et collaborative de travail. Voilà, donc je veux dire, simplement comme vient de le dire Daniel, pour nous, c'était essentiel. Le temps qu'on a passé avec les monteurs, avec ceux enfin, tous les partenaires même qui sont venus voir comment se passait le montage, est un temps essentiel. On a pu discuter avec la médiation beaucoup. On a pu réfléchir aussi ensemble et c'est comme ça, il me semble, qu'on crée aussi un autre savoir, d'autres formes de savoir et qu'on peut les partager. Alors, lorsque nous avons été coupés au début, ces nouvelles configurations du visible dont vous parlez dans le catalogue de l'exposition. Moi, je voudrais peut-être prolonger aussi cette réflexion à travers une œuvre d'un artiste qui n'est pas présent quelle serait la dimension peut-être utopique ou dystopique de leur travail. Je sais que Gaël s'intéresse beaucoup au motif du zombie, par exemple. Je sais que Daniel s'intéressait à celui des chimères. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une dimension fantastique dans votre travail. C'est vrai que la dimension peut-être utopique de l'œuvre de Daniel est peut-être plus lisible de prime abord, il s'agit de recycler l'eau. Moi, surtout, disons que la question d'utopie ou dystopie vis-à-vis de cette pièce, elle est un peu, elle est carrément ambiguë parce qu'on n'est pas du tout en train de parler d'une utopie, mais on est loin d'une utopie en fait. Ouais, je pense que de façon assez, assez récurrente dans l'exposition, il y a cette de la catastrophe qui est tellement présent. Bon, je ne pensais pas qu'il le serait autant, évidemment, quand j'ai réfléchi à cette exposition il y a 1 an. Mais ce qui était intéressant, c'est comment chaque artiste aussi renverse, quelle que soit sa position, les 12 artistes, au fond, disent il y a en germe, et même si on creuse dans l'histoire, si on revisite l'histoire, si on produit de nouveaux des narratives en anglais, en tout cas, on a cette capacité de transformation. Et ça m'a beaucoup intéressé, c'est-à-dire comment est-ce qu'on transforme non pas uniquement les écosystèmes, parce que ce n'est pas une exposition autour de l'anthropocène. Cette question de l'écologie, elle est présente, mais elle renvoie, comme le dit très justement Gaël, à la nécessité de transformer l'ensemble d'un système. C'est-à-dire, c'est que par une forme de révolution, en quelque sorte, de transformation. Et cette transformation, elle ne peut être que collective. Et je pense que chacun, depuis chacune des positions dans une exposition qui est extrêmement polyphonique, ouvre des brèches dans l'horizon. Je crois que vous citez dans le catalogue Yoko Ono qui disait « Un rêve que l'on fait seul reste un rêve, un rêve que l'on fait ensemble est une réalité ». Exactement, tout à fait. Moi, je Alors, trouve, Gaël, par rapport à ces oui, questions, vous faites la je révolution rejoins par la forme. Marianne. Je rejoins Marianne sur cette idée de catastrophe parce que cette idée est très forte dans mon travail. Toute cette installation tient avec ces chaînes. Donc, il y a des plaques de plâtre qui font parfois 100 kilos, 200 kilos. Donc, imaginez la fragilité, ou en tout cas apparente, et en fait, qui pourrait annoncer le potentiel catastrophique, le potentiel de la catastrophe à venir, finalement, et de cette réaction en chaîne qu'un panneau tombe, tout le dispositif tombe.
Et donc, c'est en cela que voilà, j'évoque une dystopie collective qui fait qu'on est tous liés et que finalement, si on tombe ensemble, quoi. Voilà. Est-ce qu'il en va de même pour l'installation de Daniel Youvia? C'est-à-dire, est-ce qu'un seul élément fait s'écrouler l'ensemble? Alors, on n'espère pas. Je pense que l'institution n'espère pas que tout ça. Si on change un élément, l'équilibre du trajet de l'eau, il ne fonctionne plus en effet. Donc tout a été réfléchi en fait. Ouais, tout est lié en fait. Les passages de l'eau dans chaque chemin, ils fonctionnent de l'ensemble en fait. Et c'est là où on rejoint la question que vous évoquiez tout à l'heure et qui, moi, m'intéresse aussi beaucoup, c'est la virtuosité que peuvent avoir les artistes et en tout cas ceux qui ont travaillé avec moi, les 12 artistes, c'est cette intelligence de la forme, cette virtuosité de la forme qui, en quelque sorte, devient un geste de la pensée. Donc, comment est-ce qu'on navigue de la forme à l'idée et je trouve qu'en ça, ils sont tous virtuoses. Merci. Alors, je rappelle aux spectateurs qui nous écoutent qu'ils peuvent poser leurs questions dans l'onglet Q et R. C'est là où les questions apparaissent. J'ai vu une question sur l'espace qui était assez intéressante de Pierre-Emmanuel Nieborg et qui rejoint aussi une façon de travailler, en tout cas curatoriale, et vous l'aviez évoqué au début avec le scénographe Franck Undegla qui travaillait régulièrement avec moi, c'est que j'ai beaucoup de difficultés dans les scénographies qui deviennent aussi des gestes. Pour moi, la scénographie doit être au service des œuvres et de la résonance entre les œuvres, parce que chaque œuvre dit quelque chose, mais toujours dans l'idée qu'ensemble, on dit encore quelque chose qui nous dépasse, dans cette idée d'expansion à la fois des formes et des gestes de la pensée. Et donc, en fait, chaque œuvre, finalement, a été réfléchie pour pouvoir être en résonance à la fois avec l'architecture, qui était intéressante du Macal, mais aussi pouvoir raisonner, s'interpeller dans un parcours qui était le plus fluide possible. Je pense que jamais jusqu'à présent, on a eu cette forme de fluidité et c'était vraiment un challenge pour le scénographe et les équipes. Donc, l'installation finalement de Daniel Youvia soit centrale dans cette nef, ça allait de soi pour nous, même si ça n'allait pas du tout de soi techniquement. Vous la voyez, elle est absolument incroyable. Et puis, il y avait cette idée que je trouvais très forte de l'eau qui est une source de vie, l'eau qui a été si âprement récupérée, puisque c'est une métaphore des recherches, cette installation est une métaphore aussi, enfin, un relate des recherches qu'a pu faire Daniel dans ses communautés isolée en Colombie, dans son pays d'origine, mais au fond, elle est source de vie pour tous. Et je trouvais que métaphoriquement, de la placer de façon centrale et que ce bruit se diffuse, c'était aussi une façon d'irriguer chaque propos et de ramener voilà, à quelque chose comme un battement, comme un souffle au centre de l'exposition. J'ai envie de poser peut-être la question à Gaëlle, on reviendra à Daniel et à l'une des questions en effet qui est posée concernant l'utilisation de l'espace. Comment vous êtes-vous approprié cet espace du Macal? Est-ce que votre œuvre aurait pu être réalisée ailleurs? Parce que c'est une œuvre quand même, contrairement à celle de Daniel qui est très monumentale, la vôtre est peut-être beaucoup plus fragmentée. Ou en tous les cas procède un peu par dissémination. Est-ce que cette question de l'appropriation de l'espace s'est posée à vous pour Bien sûr. En fait, de manière générale, dans ma pratique, j'aime travailler in situ et c'est en ça que l'invitation de Marianne était très juste parce que
finalement, j'aime m'appuyer sur un lieu, m'appuyer sur une architecture pour réagir. Donc, on m'aurait proposé un autre espace, j'aurais proposé des tailles différentes, j'aurais proposé bien sûr finalement un autre ensemble, parce que c'est aussi un dialogue avec l'architecture que j'aime mettre en place en travaillant in situ, en ayant la possibilité de travailler sur place avec les gens. C'est cette oui, c'est ce plus et cette richesse qui fait que on adapte, on réagit, on modifie et on parle. On a un vrai dialogue avec l'architecture et avec ce qui se passe autour de nous. C'est pas simplement poser nos œuvres quelque part. Moi, en tout cas, j'ai pas cette vision-là dans ma pratique. Et bien que cette installation-là soit très autonome dans l'espace. C'est-à-dire que, mis à part finalement la Ripsalis, qui est cette photographie qui tient au mur, tout le reste est indépendant et existe dans l'espace. Mais la circulation est pensée en fonction de la pièce qu'on me donnait et n'aurait pas pu être pensée autrement, je pense. Alors, je sais que concernant votre travail, vous aimiez parler parfois d'installations sculpturales. Et je voudrais peut-être vous interroger tous les deux sur la dimension peut-être sculpturale de vos œuvres, parce que le terme de sculptural implique une certaine monumentalité, quelque chose de relativement compact. Or, moi, ce qui me frappe dans chacune de vos œuvres, c'est qu'au contraire, comme dans l'exposition d'ailleurs, ça rejoint ce que Marianne disait, il y a de la respiration. Il y a la respiration, il y a du vide même, c'est-à-dire que ce côté monumental en fait que l'on peut associer à la sculpture ne se retrouve absolument pas. Qu'est-ce que votre travail a de sculptural malgré tout, Gaëlle et puis peut-être Daniel après? Bon, je réponds rapidement. En fait, c'est plus l'idée d'assemblage finalement que de. Mais en même temps, une sculpture peut être aérienne. Je pense que c'est aussi un travail qui existe dans un rythme. C'est des rythmes, c'est des pauses, c'est des pleins, des vides. C'est ça la sculpture. Donc, c'est en soi un travail qui est plus global. C'est pour ça, en tout cas, que je parle d'installation sculpturale. Je ne sais pas ce qu'en pense Daniel. Daniel, concernant Oui, la dimension sculpturale de cette œuvre, parce que votre travail quand même est très diversifié. C'est oui, une œuvre un peu à part quand même aussi dans votre processus. tout à fait. C'est un peu à part, mais c'est aussi, elle suit un fil conducteur sur lequel je travaille depuis un moment. Parce que le fait que je vienne à construire, ça ne vient pas de nulle part, parce que j'en ai fait auparavant énormément de maquettes de ce genre de construction. Il y a une chose que j'avais bien aimé par rapport à votre question justement, c'est celle du vide dans l'espace culturel. Et en fait, vu que je viens à la base du dessin, on peut dire, et pour moi, ça a toujours été très important de tenir en compte le vide lorsque je dessine. Donc, quand on est en train de dessiner, on imagine le vide comme l'espace blanche d'une feuille. Et du coup, quand on va venir dessiner avec un crayon, on va venir agir sur cette feuille. Mais les blancs, on dessine autant avec les blancs qu'avec les crayons. Du coup, on est toujours dans une sorte d'équilibre entre le vide et le contraire. Et justement, c'est une chose c'est une chose que je garde toujours en compte dans ma façon de travailler, c'est l'espacement et que les pièces puissent respirer en fait. Donc, il y a une chose vis-à-vis de la question qu'on a posée, si j'avais construit la pièce spécifiquement pour cet espace et que la pièce soit verticale. Et en fait, oui, c'était assez important et c'était, disons que la partie la plus importante du travail, ça a été la préparation. Donc, moi, tout d'abord, j'ai eu besoin d'avoir les plans du lieu pour pouvoir savoir et concevoir la pièce qui allait fonctionner dedans. On a été pas mal en contact avec Marianne, avec Franck, parlant de différents critères de sécurité, des choses qu'il faut qu'on tienne en compte toujours.
Mais il y a aussi une autre chose importante, c'est que cette pièce, j'ai besoin d'un espace minimum pour la réaliser. Parce que c'est pas comme si je me suis appris et j'ai construit une construction. En fait, il y a deux personnes très proches à moi. Il y a un ingénieur et un architecte qui m'ont toujours aidé, qui ont toujours été là avec moi, avec qui je vais regarder souvent sans cesse, histoire que la pièce ne tombe pas, parce que c'est quand même une pièce assez grande. Donc, il y avait quand même plusieurs phases de travail afin de réaliser cette pièce. Du coup, c'est une chose, en fait, comme j'ai parlé au début, quand j'étais en train d'expliquer ma pièce, comment elle fonctionne, et c'est un savoir-faire qui s'est transmis. Moi, je viens à jouer un peu à l'encontre de cette architecture vernaculaire. Il n'y a pas de planification. Moi, je réalise cette planification pour venir la construire. Donc, ça, c'est une façon aussi de jouer avec ça, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'esthétique. Ce n'est pas l'esthétique de la misère, comme l'on peut. C'est un peu un piège dans lequel on peut tomber quand on parle de l'architecture vernaculaire. Moi, c'est plutôt l'esthétique et c'est le savoir-faire et comment on trouve des solutions simples et efficaces. Et comment ça, lorsqu'on déambule dans ces endroits, on va se en fait, les gens, sans vouloir, on se rend compte qu'on est face à énormément de pièces que l'on peut trouver comme d'œuvres d'art qui vont être présentées dans des endroits ailleurs, sauf que c'est juste du jour à jour. Et c'est une façon de posséder, d'installer. Donc, Et puis, pardon, il y a un point aussi qui est intéressant parce que je vois énormément de questions sur les matériaux réutilisés, pourquoi est-ce qu'on les a, est-ce que ça apporte une dimension supplémentaire à l'œuvre de les avoir utilisés sur place. Voilà, ces questions-là, finalement, beaucoup d'artistes se les sont posées et nous les sommes posées ensemble. Mais au fond, lorsque l'exposition sera accessible, et bientôt il y aura d'ailleurs une visite virtuelle qui montrera davantage et précisément les œuvres, mais il s'est posé aussi la question, à travers ces matériaux, d'une autre forme d'archive, au fond, d'une autre forme de documentation qui, la plupart du temps, n'est pas une archive ou une documentation toujours scientifique ou académique. Donc, bien sûr, Gaël remixe des images d'archives, de films, de Jean Rouge, etc. Mais en sens, ces éléments, ces informations qu'elle associe constituent aussi une autre forme de document. Donc, c'est une installation qui est juste à côté de celle de Daniel et la plus grande itération à ce jour de l'installation de Kapweni Kiwanga, Flowers for Africa, enfin, la plus grande itération sur le continent africain. Et donc, nous avons 11 compositions florales qui relatent de moments au temps de l'indépendance et qui ont été sous la forme d'un protocole imaginé par des fleuristes à partir d'images d'archives. Bref, donc tout ça pour dire que c'est une autre forme d'archive. Elle nous dit aussi quelque chose de l'histoire. Ces compositions florales aussi, d'une autre manière, activent d'autres formes de narration. Et au fond, c'était ça, ce cheminement-là qui m'intéressait. C'est Gaël qui dit dans un article et que j'ai repris dans le catalogue, qui dit en fait pour penser le futur, il faut regarder derrière notre épaule. Et je pense qu'ils arrivent justement à hybrider tous ces temps, mais l'intérêt de leur travail, c'est justement de prendre d'autres chemins et d'autres formes. Et en particulier sur cette forme du document qui n'est pas le document habituel, mais qui est autre. Je lis une autre question qui me paraît intéressante de Pierre-Emmanuel Nieborg, qui s'adresse à Daniel, sachant que l'eau, par définition, va du haut vers le bas à la différence du feu. Si l'espace avait été plutôt horizontal que vertical, l'œuvre aurait-elle pu être finalisée sous une forme plus horizontale? Tout à fait. Bonne réponse. Voilà, des questions. En fait, c'est que à chaque fois, comme je disais tout à l'heure, c'est que moi, une des choses disons, qui me pousse le plus à chaque projet, c'est lorsqu'on a un espace
et qu'on doit trouver quoi faire avec cet espace. Donc, cette pièce ici, comme je l'avais fait avant, en fait, à chaque fois, cette fois-ci, j'ai dû la réadapter. Donc, si je me retrouve dans un espace qui lui concerne, elle peut être réadaptable. Une autre question concernant les matériaux, je la pose peut-être à Gaël. Kamel Natish demande, le fait d'utiliser des matériaux locaux change-t-il la dimension de vos œuvres? Alors, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, mais… Voilà, et Marianne l'a très bien dit, et je la rejoins. Effectivement, c'est comme ces matériaux, c'est des archives. Moi, je pourrais presque dire des sortes d'archives émotionnelles, quoi. C'est une sorte de documentation matériologique. Par exemple, quand je suis allée dans les poubelles du musée, j'ai trouvé un meuble qui avait pris l'eau. Donc, c'était une sorte de petite bibliothèque. Donc, j'ai récupéré que une des plaques qui était complètement moisie. Mais en fait, cette moisissure, elle crée comme une sorte de tableau abstrait. C'était très, très beau. Et finalement, elle fait partie de l'exposition. Donc, il y a aussi cette dimension très organique et ouais, presque une sorte de vanité où finalement les choses continuent à évoluer, à presque s'autodétruire comme ça, parce que qui montre aussi la fragilité et qui crée des micro-histoires, parce que finalement, moi, je rentre dans l'histoire autant du musée que des gens qui ont déplacé cette librairie, comment il y a eu cette inondation, d'où venait cette inondation. Enfin, il y a plein d'histoires qui se créent pour, en tout cas, mon expérience personnelle quand je crée finalement ce genre d'installation, et qui me rend plus proche des gens, qui me fait vraiment vivre une histoire à proprement dit, parce que finalement, c'est des micro-enquêtes qui se mettent en place. Il y a aussi le socle de vidéoprojecteur, c'est en fait une cage, en fait, une sorte de cage étrange pour attraper les chats. Voilà. Donc, du coup, je l'ai trouvé abandonné dans la benne, et je trouvais cet objet extrêmement étrange. Et du coup, j'ai voulu l'intégrer dans l'installation. Et finalement, c'est ça, c'est que tout a une histoire et tout devient histoire. Et c'est comme ça que les choses existent et prennent une force aussi, en tout cas pour moi. C'est comme une aura, quoi, qui se crée au travers de l'installation. On parle depuis le début de matériaux, de transformation. On pourrait peut-être terminer sur cette question. Est-ce que chacun, à votre façon, votre travail relève d'une forme d'alchimie? Moi, j'en parle beaucoup. Des nouveaux alchimistes. Ouais, j'aime beaucoup. Je suis très sensible à ces espaces de transformation, finalement. Et du coup, bien sûr, c'est une forme d'alchimie. Un autre, voilà, peut-être, c'est des espaces chimiques. Et en tout cas, oui, je me sens très proche de ces idées-là. Ouais. Et Daniel? Ouais. Moi, c'est une chose qui commence à venir de plus en plus. Il y a cette façon d'avoir différents matériaux qui commencent à converger dans une seule forme. Mais c'est une chose dans laquelle je suis en train de rentrer petit à petit, pas petit à petit, parce que à chaque fois, je suis carrément en train de changer d'un médium à l'autre, disant que… Non, en fait, je vais reprendre la question. En fait, si, c'est assez présent dans mon boulot, en fait. À chaque fois, je parle, disons, dans ma pratique, je parle du dessin, mais c'est un dessin qui va se déployer dans l'espace en 3D. Il y a toujours un va-et-vient, en fait, dans différents matériaux. Après, c'est plutôt une alchimie visuelle, mais c'est une chose qui est en train de prendre forme en ce moment avec ce que je suis en train de faire actuellement, où il y a plusieurs médiums qui viennent converger sous une seule forme. Donc, c'est une chose qui devient de plus en plus. Donc, oui. Il y a une chose aussi que j'avais beaucoup aimé, que je trouve assez importante vis-à-vis du fait de pourquoi on récupère des matériaux. Et c'est en effet de souligner l'importance de l'histoire que chaque matériau peut avoir
que par son vécu et rien que par son esthétiquement, lorsqu'on le voit, n'est pas du tout pareil un bout de bois qui a déjà vécu, un bout de bois tout neuf. Donc, ça change tout le sens d'une pièce. En tout cas, pour moi, c'est important de savoir que quand j'ai un matériau, qu'il a déjà eu une sorte d'histoire ou qu'il a eu du vécu. Donc, c'est pour ça qu'on vient et j'ai rejoint très fortement Gaël dans l'idée des matériaux qui ont déjà eu quelque histoire ou bien vécu avant. Alors peut-être Et pour terminer, Marianne, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que cette expérience, qu'est-ce que l'expérience de cette exposition a transformé dans votre regard sur des artistes que vous connaissiez déjà? moi, j'avais envie de répondre. C'est compliqué de répondre parce que c'est un processus en cours, hein. On a eu le bonheur et grâce au soutien aussi de l'institution de pouvoir commencer ce processus en étant aussi en travaillant sur place avec les artistes. C'est interrompu physiquement, je veux dire, dans la relation aux œuvres et présentées, mais j'espère que ça va se continuer. Donc, pour moi, c'est un continuum d'expériences qui s'enrichit au fur et à mesure, mais qui nous transforme. En fait, je pense que chaque projet que nous réalisons nous transforme. Et j'ai dit souvent, et je l'écris dans le texte pour ce catalogue, que cette exposition, peut-être plus que d'autres, me faisait penser à cette très belle phrase d'Édouard Glissant, qui disait que toute intention poétique de l'art amène à un autre récit du monde. Et c'est là où se joue cette transformation avec et grâce aux artistes qui ont ce pouvoir, je pense, de transformer nos imaginaires. Et c'est ce qu'on attend de l'art. Donc on a une dernière question de Pierre-Emmanuel Nieborg. La crise actuelle a-t-elle déjà un impact sur la production des artistes et leur travail? On essayait de finir sur une note poétique. Oui. Mais je pense que c'est la question auquel personne n'a envie de répondre aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne suis pas artiste, mais moi, je pense qu'on est encore en train d'absorber. Voilà, mais je vais laisser les artistes répondre. Ouais, en fait, vas-y, Daniel. Non, je t'en prie. Non, ça va être très rapide. En fait, moi, c'est une bonne question puisque, en fait, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup travailler in situ. Donc, du coup, ça remet. J'ai dû annuler beaucoup de voyages, en tout cas pour cette année. Donc, finalement, ça fait repenser effectivement un peu le statement ou quelques questions dans l'essence même de ma pratique qui sont importantes de toute manière à toujours remettre, enfin en tout cas, être dans la réalité et être réaliste et donc s'adapter à ce qui se passe et ne pas être complètement enfermé dans sa bulle. Donc, mais qui est évidemment, aussi une forme de solidarité, donc puisque nous en avons parlé pendant la préparation, et je trouve que c'est bien de dire aussi que la transformation du monde, elle commence maintenant, dans ces moments extrêmement critiques pour les artistes, tous les indépendants, tout le secteur de l'art. Et justement, tu nous as parlé d'une initiative que j'ai trouvée passionnante aussi, donc, et importante pour construire un monde solidaire. Tu veux peut-être nous en parler? Ouais, merci. En fait, effectivement, donc je commençais la pratique de la peinture, donc ça c'est une chose qui est toute nouvelle dans mon travail, que le confinement finalement a aidé à progresser, à développer. Et finalement, aussi un projet très important avec l'école des actes, qui est une école à Aubervilliers qui apprend le français à des personnes en difficulté dans le quartier d'Aubervilliers, soit des gens qui ont des difficultés, qui sont dans des situations d'illégalité, et donc qui sont en ce moment vraiment dans des difficultés très grandes. Donc l'idée, c'est déjà de
proposer à la vente ces peintures que j'ai réalisées et de leur donner la moitié pour une caisse de solidarité, que vous pourrez d'ailleurs trouver aussi sur le site du MACAL. Ouais, le MACAL vient de mettre les informations, donc je vous invite à aller cliquer pour avoir toutes les informations sur le projet avec l'École des Actes et dans la dynamique sous l'impulsion de Gaëlle. Merci. Et toi, Daniel? Moi, je suis un peu dans la même situation où, par rapport à la production, j'ai eu la plupart des projets qui en étaient décalés. Mais néanmoins, ça m'a laissé le temps, disons que toute cette crise actuelle, ça me donne l'opportunité, pas l'opportunité, mais ça nous oblige plus souvent à voir les choses pas, je ne sais pas si on peut dire autrement, parce que le monde, il reste pareil, mais un petit peu pire. Bon, pour moi. Mais du coup, ça ouvre d'autres portes, en fait, et d'autres fenêtres vis-à-vis à la façon, parce que de toute façon, mon travail, il est assez, je dirais pas politiquement engagé, mais plutôt social. Donc, c'est un moment où il y a, disons, de l'envers du décor, on voit les choses, pas que l'on savait déjà, mais qu'on les sait mieux. Ouais. Et du coup, c'est un moment plutôt de réflexion, c'est un moment qui nous donne du temps, c'est un moment d'agir. Je ne dirais pas différemment, mais il faut juste agir. Parce que comme on disait tout à l'heure, on est toujours projeté, on pense toujours au futur, mais on oublie les présents, quoi. Donc, je trouve que c'est tout ce qui s'est passé, le fait que toutes ces choses soient arrivées, je me rends compte que je pense beaucoup aux banalités, aux gestes communs, aux choses qu'on fait du jour à jour. Et c'est des choses qui sont en train de se transmettre dans une série de travail sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment. Mais c'est plutôt de penser ce qu'on a là face à nous, autour de nous, et pas ce qu'on aura. J'ai envie de dire peut-être pour conclure que la réalité ne rejoint pas la fiction, mais rejoint l'exposition, puisque nous sommes dans une situation en fait de nouveaux possibles s'offrent à nous et peut-être de nouveaux récits. C'est peut-être moi ce que je tire de cette exposition et ce que viennent de dire Gaëlle et Daniel nous incite en effet à regarder vers ces horizons du possible dont on parlait au début. Enfin, en tous les cas, c'est ce qui nous fait. C'est ce qui fait que l'art nous passionne, je pense, tous. Okay. Voilà. Je crois que nous n'avons plus de questions et nous avons dépassé largement. Merci à tous ceux qui ont participé. C'est encore une question, on la prend, mais je crois que voilà. On va peut-être laisser Myriam conclure. Est-ce que le MACAL est là? Il est là. Il est là, ça c'est sûr. Donc, on te reprend à l'écran. On est bien là. Merci encore pour ce débat passionnant. Et on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour un nouveau rendez-vous. Et on suit le compte Instagram du MACAL pour découvrir les déambulations de Raïma Gambo, qui a participé à l'exposition, qui intervenait lors de notre talk la semaine dernière et qui va marcher et nous faire découvrir ces déambulations à Abuja, au Nigeria, sur le compte Instagram du MACAL. Merci Marianne. Merci à tous. Bon week-end.